Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur la interview d'une légende du MMA français finalement, l'entraîneur de l'entraîneur, Monsieur Mathieu Nicourt. Bonjour Mathieu, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour Guillaume, merci à toi de m'avoir invité. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Début avril, le 10 avril très exactement, FFA Challenge. Donc tu lances ton organisation qui aura plutôt à vocation, on va dire, de faire émerger les talents français. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur cette organisation? Ouais, alors en fait, mon objectif avec cette organisation, c'est effectivement mettre en avant les nouveaux talents français, leur permettre de se construire une carrière en France, puisque c'est la première fois qu'on a l'autorisation de pratiquer notre sport avec les règles internationales, en octogone, avec les frappes au sol en France. Et l'intérêt principal, à mon avis, pour les pratiquants, les compétiteurs, les professionnels français, c'est de pouvoir faire leurs premières armes en France, se révéler en France, se construire une carrière pour avoir accès à de grandes organisations à l'international. Et c'est l'un des objectifs du FFA Challenge. Et donc là, en plus, toi, ce que tu as choisi justement de faire des petites rivalités avec différentes gyms qui s'affrontent d'un peu partout en France. Est-ce qu'il y a un combat ou deux combats en particulier, toi, que tu as envie de teaser un petit peu à ceux qui nous écoutent aujourd'hui et dire, attention, là, il y a peut-être deux grosses pépites qui vont s'affronter? Alors, je pense que effectivement, la rivalité entre les équipes, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours connu depuis les débuts du MMA. C'est quelque chose qui était très stimulant pour nous tous, qui a fait qu'on a tous appris à se connaître, qui fait que tous les acteurs du MMA français, depuis les débuts de la discipline, c'est-à-dire maintenant 25 ans, on s'est côtoyés sur le bord des tapis en avant nos élèves, on a créé des écoles. Il y a des styles qui se sont opposés pendant un certain temps. Maintenant, évidemment, tout le monde est complet, tout le monde pratique en boxe, en lutte au sol, mais il y a quand même des méthodes d'enseignement qui sont les spécificités de chaque grande école française, et c'est ces écoles françaises de formation que je veux mettre en avant. Et ce que je voudrais, enfin ce que je veux, et tous les grands entraîneurs français ont répondu présent, j'en suis très heureux, c'est que ce soit une confrontation entre des combattants, mais aussi entre leurs coachs à travers les combattants, et qu'on voit de grands coachs, d'anciens grands combattants français devenus entraîneurs, qui ont formé plusieurs générations de combattants maintenant, puissent venir s'affronter, qu'on puisse les voir dans le coin à travers leur école. Donc ça, c'était un bel objectif, je trouve, pour rendre hommage à tous ceux qui ont permis à cette discipline d'être ce qu'elle est aujourd'hui en France. Et donc, à l'UFC, il y a Dana White qui fait ses If you don't know, now you know pour celles et ceux en fait qui regardent juste le main event et ensuite sur le reste de la carte, ils sont là, quel combat choisir? Toi, s'il y a, allez, trois combats que tu dois vendre là au public où tu dis, ceux-là, faut pas les manquer, lesquels ça pourrait être? Alors, il y a bien évidemment le main event de la soirée, Chris Lenzwak. C'était une volonté aussi de mettre les femmes en avant pour montrer au grand public qui maintenant va pouvoir accéder à beaucoup plus de diffusion du fait qu'il y ait des événements en France, que on n'est pas un sport de brut, que c'est le sport de combat le plus complexe qui existe, qu'il faut être intelligent pour remporter des combats en MMA, et que évidemment les valeurs françaises, toutes les valeurs françaises sont présentes dans notre sport. Donc mettre en avant les femmes, c'était très important pour nous. Évidemment, ce combat-là, il faut le regarder. Euh, et puis, on a aussi quelques transfuges d'autres disciplines qui sont très importants à voir. Messi Katanga, titré en judo, qui fera ses premières armes en MMA, forcément, ça va forcément attirer l'attention, ça va forcément être quelque chose à voir contre un adversaire qui n'est pas n'importe qui non plus et qui a accepté le challenge. Il va y avoir une belle opposition de style. Euh, dans les combattants un peu moins connus, moi, de mon équipe de la Free Fight Academy, je voudrais mettre en avant Bourama Kamara, dans les moins de 77 kilos, dans lequel je fonde de grands espoirs, qui jusqu'ici a un parcours exemplaire et qui, je pense, devrait exploser incessamment sous peu. Mais il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. Et donc toi, ça fait 25 ans là que t'es dans le game finalement. Et
Est-ce que tu as vraiment vu une évolution là, tu vois, on nous promettait monts et merveilles, bien évidemment, avec la normalisation du MMA. Est-ce que pour toi, tu as vu un réel changement, quelque chose de vraiment palpable? Et si pour toi, il y a eu un avant-après, ou pour l'instant, ça reste encore assez timide? Alors, je pense qu'il n'y a pas eu un changement radical, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il y en ait un. Je pense que les choses vont aller assez vite, mais ça va quand même se construire étape par étape. Moi, mon opinion, évidemment, j'ai vu les tout débuts du sport. L'appellation MMA n'existait pas encore à l'époque, au moment où nous, on combattait. Donc, le sport s'est vraiment créé pendant ces 25 dernières années. Donc, j'ai vu toute cette évolution de la confrontation d'une discipline à une autre, l'apparition des catégories de poids, pour en faire un vrai sport le seul qui a réussi à détrôner la boxe aux États-Unis en termes d'audimat, ce qui est quand même, ce qui est quand même extraordinaire. Après, depuis la légalisation en France, il y a quand même des changements. On sent notamment que les médias ont un regain d'intérêt pour nos disciplines. On n'a pas pu en récolter encore vraiment les fruits à cause de l'épidémie qui a un peu freiné le mouvement, d'où l'intérêt d'organiser, même à huis clos, malgré l'épidémie, à mon avis. Il faut absolument qu'on le fasse, qu'on profite de cette chance d'avoir le MMA en France, même si c'est dans des conditions un peu plus difficiles. Mais je pense que ouais, le gros changement que j'ai pu sentir, c'est l'intérêt nouveau des médias. On est beaucoup plus sollicité à l'heure actuelle. Le CSA qui va autoriser sur les chaînes françaises, ça va être un grand changement aussi. La création de plateformes spécifiques pour les sports de combat comme Fight Nation de Arnaud Romera, avec lesquels on collabore pour la diffusion du FFA Challenge. Toutes ces initiatives-là, tous ces nouveaux mouvements, parce que je crois aussi beaucoup au développement de l'Internet, des réseaux, des diffusions en ligne. Et tout ça, je pense que ça va être décuplé par la légalisation de l'événement, par la légalisation du MMA et des événements de MMA en France. Ouais, bien sûr, c'est vrai que ça fait les possibilités semblent quasi infinies, bien évidemment. Et toi, justement, avec la Free Fight Academy, tu as dit que l'appellation MMA n'existait pas à l'époque. Est-ce que tu t'es posé la question de justement changer de nom? Oui, je me suis posé la question, mais en fait, tu sais, je vois même sur Facebook, quand il y a des vidéos, quand l'UFC diffuse des vidéos, des fois, même eux utilisent le mot Free Fight, en fait, pour présenter la vidéo. Et j'ai évidemment, il y a un attachement sentimental à ce nom parce que c'est le club que j'ai créé à l'époque. Et nous, à l'époque, Free Fight, bon, c'est un faux anglicisme en fait, mais c'était beaucoup plus parlant pour le grand public. Même quand le MMA, quand l'appellation a commencé à se diffuser, il a fallu du temps avant que les gens, avant que les gens puissent comprendre la signification de ces trois lettres. C'est vrai que Free Fight, c'était plus simple. Mais après, maintenant que tout le monde connaît l'appellation MMA, j'aurais pu changer, évidemment. Mais j'aime bien cette appellation-là, c'est notre marque de fabrique. Il y a une vraie histoire derrière, puisqu'on a des générations de combattants, de champions qui sont nés dans ce club. Donc, je vais garder ce nom-là, j'y tiens beaucoup. Voilà. Et donc, tu as eu la casquette avant d'être bien évidemment entraîneur à plein temps, tu étais combattant. Ensuite, il y a un moment, tu as eu la casquette aussi entraîneur et combattant quand tu as fait ton comeback. Comment est-ce que ça s'est passé justement pour toi de faire la transition, sachant que tu as eu une carrière plus qu'honorable en tant que combattant professionnel? Comment ça s'est passé exactement le chemin de passer de combattant à entraîneur à plein temps? Et finalement, jamais En quitter fait, le sport aussi. Ouais. ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai finalement toujours été à la fois combattant et entraîneur, puisque quand moi j'ai commencé, premier combat c'était 97, et les Mhm. clubs de MMA français, bien sûr, n'existaient pas. Donc j'ai créé mon club aussi pour avoir des partenaires d'entraînement et préparer mes combats. D'accord. Ce qui fait que euh, j'ai fait toute ma carrière en n'ayant pas de coach, en fait. C'est-à-dire que c'était moi le coach. C'était des élèves qui venaient avec moi dans le coin. D'accord. Donc, j'ai toujours cumulé les casquettes d'entraîneur et de combattant, ce qui n'est pas forcément simple, c'est parce qu'en fait, il fallait tout faire. J'étais manager, coach, combattant professionnel. En fait, on faisait tout. Et
le changement pour moi, ça a été quand j'ai arrêté les combats et que je n'ai plus été que entraîneur, en fait. Où là, bon, je pense que tous les combattants vivent ça. Il y a toujours une envie. On a du mal à s'arrêter définitivement. On s'entraîne avec les jeunes. On se dit, mais finalement, j'y arrive toujours. Et donc, on a encore envie. Et puis, bon, bah, il y a l'âge, les blessures. Et puis, après, la motivation qui descend, effectivement, qui fait que finalement, on arrête, qu'on peut se consacrer à la casquette d'entraîneur à temps plein. Voilà. Après, sur le fait de l'avoir fait aussi longtemps, c'est vrai qu'après 25 ans, 25 ans où on revit les mêmes choses, on emmène des élèves faire leur classe en amateur, on trouve leur premier combat pro, à l'époque c'était en pancrace en France, puis les premiers combats à l'international, et puis on recommence avec une génération 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un moment où on est blasé un petit peu, forcément, on se dit qu'on fait toujours la même chose en boucle, quoi. Et voilà, je me suis consacré à d'autres choses. J'ai fait un peu de cinéma, j'ai fait j'ai eu des opportunités autres dont je me suis amusé à faire d'autres activités, développer d'autres projets. Je me suis consacré à ma famille et mes enfants aussi, c'est le principal, bien entendu. Et maintenant que les enfants sont grands et maintenant que j'ai pu m'éclater un petit peu dans d'autres trucs, j'ai eu ce regain d'intérêt pour la discipline. J'ai bien toujours continué les activités du club, hein, mais en déléguant un peu plus et pendant un moment en étant un peu moins présent. Et maintenant que la boucle est bouclée, la motivation, j'ai retrouvé la même motivation que lorsque j'étais au tout début, lorsque j'avais créé mon club. Et ce renouveau, cette légalisation de la discipline, c'est encore quelque chose de plus qui apporte une motivation, d'où l'envie de réaliser de grands projets pour le MMA, pour l'équipe, la Free Fight Academy bien sûr, mais pour le MMA en général en France. Ok. Et plus globalement, c'est peut-être aussi pour ça que c'est aujourd'hui, à ce moment-là, que tu crées ta propre organisation. C'est parce que c'est quelque chose qui va te faire vibrer en particulier? Alors, oui, ça crée une émotion, ça crée un challenge, ça développe des projets parce que bon, je ne pourrais pas tout dévoiler aujourd'hui, mais il n'y a pas qu'une organisation prévue. Tout ça s'imbrique dans un projet plus large avec des partenaires, avec des amis qui sont des pionniers du sport aussi. On a vu le sport grandir ensemble, on s'est affronté aussi. C'est un réel plaisir de partager une passion commune et des projets en commun. Donc, euh, le FFA Challenge, pour moi, et c'est pour ça qu'on a gardé ce nom Free Fight Academy Challenge. La Free Fight Academy, pour moi, ça a toujours été une école de formation. C'est-à-dire on a formé des compétiteurs, mais on a formé des coachs aussi, dont certains sont toujours coachs, qui sont des anciens combattants, qui sont tous nos coachs à la Free Fight Academy, sont des anciens combattants qui ont été formés à la Free Fight Academy. Et puis on a formé d'autres coachs qui sont partis et qui ont ouvert leur propre club. Il y en a plusieurs actuellement en France et à l'étranger. Qui ont été formés au club et qui ont créé leur propre structure aussi. C'est une grande fierté aussi, même si ça fait du mal de voir partir les gens à un certain moment. Hein. Mais on se rend compte que voilà, c'est le jeu de la vie et que ça continuera à être comme ça. Mais donc, il y a le côté formation, c'est quelque chose de très important pour moi. Et cet événement, le FFA Challenge, c'est une continuité de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu formes des combattants, l'objectif pour eux, c'est aller faire leurs preuves en combat. Donc, il faut leur fournir un espace où ils puissent faire leurs preuves. Et c'est le premier objectif. Ok. Et justement, tu parlais là de voir partir les élèves voler de leurs propres ailes après 25 ans. Est-ce que toi, c'est pas, je vais pas dire, pas forcément frustrant, mais je voulais parler un peu de pas tes meilleurs souvenirs, mais justement, j'imagine que ça, quand tu es entraîneur et quand tu accompagnes quelqu'un depuis le début, est-ce que les voir partir à chaque fois, c'est quelque chose où aujourd'hui tu te dis, quelque part, c'est aussi la rançon de la gloire et ça fait partie de ton héritage de te dire, t'as un petit peu de Mathieu Nicourt partout en France du MMA, ou au contraire, t'aurais bien aimé que tout le monde reste pour que soit que la Free Fight Academy grandisse, ou enfin, tu vois, quelque chose de différent. Alors, je pense en fait que tu me l'aurais demandé à l'instant T, Mhm. une dizaine d'années en arrière, je t'aurais sans doute répondu, j'aurais préféré que tout le monde reste à la Free Fight Academy. Mais d'abord, ça aurait fait beaucoup de monde à gérer. Et ensuite, si tu veux, avec le recul,
parce que c'est vrai qu'il y a des moments, pour rien me cacher, où ça a été, où ça a été finalement assez douloureux, Hmm. certaines séparations. En général, ça s'est bien passé, hein, les gens, tu as toujours un petit message, merci pour ce que tu as fait pour moi, etc., etc. Mais c'est jamais agréable. Hmm. Quand tu t'es consacré à la carrière de quelqu'un, tu l'as accompagné faire ses premières armes, tu as pris des week-ends entiers à l'étranger avec lui, et puis qui te remercie en allant voir ailleurs, c'est jamais agréable. Euh, Mais bon, c'est le jeu de la vie. Tous les clubs connaissent ça. Et forcément, en faisant ça depuis 25 ans, bah, je l'ai vécu un grand nombre de fois. Et ce qui est agréable, par contre, c'est quand ces mêmes personnes qui sont parties voler de leurs propres ailes, euh, bah, en fait, elles ont de la mémoire et elles continuent à être reconnaissantes de ce que tu as fait pour eux. Et là, il y a une vraie paternité, là, il y a une vraie succession qui se fait, là, il y a une vraie continuité. Et ça, c'est effectivement agréable. Bon. et dans les et si Et on... du coup, je suis Ah fier. oui, eh ben oui, évidemment. Et donc là, 25 ans de carrière, toi, est-ce que... qu'est-ce qui t'a procuré, on va dire, les plus grandes émotions? Est-ce que c'est quand tu étais combattant ou quand tu étais entraîneur? Et si tu as bien évidemment un exemple en particulier à nous donner. Je pense que c'est deux émotions qui ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'il y a plusieurs périodes dans la vie d'un pratiquant. Bah, quand on est combattant avant tout, c'est-à-dire qu'on a des objectifs, on a des challenges, on se fixe des étapes, des paliers à franchir. Euh, c'est toujours difficile pour n'importe quel combattant. Bah, la fin de carrière est toujours difficile. Bon, j'ai eu la chance, moi, d'être au tout début du sport. J'étais déjà assez vieux. Hein. Je crois que j'avais 24 ans quand le MMA, quand les premières compétitions ont commencé à apparaître. Donc, c'était pour moi un challenge encore plus important. J'avais pas beaucoup de temps pour faire mes preuves. Il fallait aller vite. J'avais une motivation qui était telle que j'ai vraiment tout donné à ce moment-là. Euh, Après, c'est pareil, tu as d'autres projets, une vie de famille, etc., qui font qu'il faut partager son temps. Il y a toujours des frustrations. Mais en tout cas, c'était une grande aventure pour moi et surtout faire partie des pionniers de la discipline au moment où elle était en création. Ça, c'est une aventure que je pense qu'il faut vraiment tomber pile poil à ce moment-là pour avoir la chance de la vivre. Après, le fait d'être entraîneur, c'est encore autre chose. Je pense qu'il faut un moment pour se dire c'est bon, euh, mon temps en tant que compétiteur est passé, il faut aller vers autre chose. Ça, il y a une période de transition qui, des fois, est pas simple. Et puis, une fois qu'on a passé cette période, on peut vraiment prendre plaisir au rôle d'entraîneur, je pense. Et peut-être la différence maintenant aussi, quand tu as passé un certain âge aussi, que c'est définitivement derrière toi, la carrière de compétiteur, tu peux encore accepter les choses encore mieux et prendre encore plus de plaisir dans ton rôle d'entraîneur. Une chose qui change beaucoup entre maintenant et les débuts, bah, c'est qu'au début, mes élèves avaient mon âge. Et là, ils n'ont même pas la moitié de mon âge maintenant. Donc évidemment, la relation n'est plus exactement la même. Euh, mais c'est un grand plaisir parce que tu formes pas seulement des combattants, tu formes des hommes et des femmes, c'est-à-dire euh, qui se forgent en fait et qui peut-être après leur carrière vont même développer d'autres activités, mais dans lesquelles tu auras eu peut-être une incidence. Et ça, c'est une grande fierté aussi. Et à l'opposé de ça, bien évidemment, est-ce que, enfin, on va dire, je vais pas dire les plus grandes difficultés, mais tu vois, les moments les plus difficiles, est-ce que ce sont des moments que tu as eu quand tu étais combattant ou quand tu étais entraîneur? Parce que la plupart du temps, moi, quand je parle avec les entraîneurs, c'est vrai que ce dont ils me parlent le plus souvent dans ces difficultés-là, c'est le fait que quand tu es combattant, bah, finalement, c'est toi, tu vois, tu vas dire, bah, je vais aller au sol, enfin, tu ressens directement les choses. Alors que dans certains combats, en tant que coach, tu peux être en mode ah, j'ai envie qu'il fasse ça, mais il ressent pas la même chose, ton élève. Non, ce qui est c'est plus difficile émotionnellement comme entraîneur encore mieux, D'accord. je pense. Parce que bah, comme combattant, tu es responsable de tes actes. C'est-à-dire que, bon, tu sais ce que tu as à faire. Des fois, tu n'as pas fait exactement ce que tu avais prévu. Tu te remets tu réfléchis par rapport à ce qui s'est passé. Tu prépares le prochain combat.
Mais les émotions, positives ou négatives, c'est toi qui les as. Donc, c'est toi qui les gères. Donc, on peut se conditionner avant un combat, on peut se conditionner positivement pour rebondir après une défaite. C'est beaucoup plus dur quand tu dois partager ça avec une autre personne et que tu n'as pas la maîtrise complète de ce qui se passe dans sa tête, en fait. Et quand tu vois la souffrance de l'élève qui est déçu et qui attendait tellement, qui avait de grands espoirs, que ces espoirs, que dans sa tête, il a l'impression que toute sa vie est terminée. Alors, bien sûr, c'est pas le cas, mais c'est quelque chose qui te touche énormément. Bien sûr, tu fais au mieux pour l'aider à surmonter les épreuves, mais comme c'est pas toi, il y a une partie que tu maîtrises pas. Et cette partie que tu maîtrises pas, c'est celle-là qui est la plus difficile à vivre, je pense. Hmm. Bah, puis bien évidemment, toi, t'es le mieux placé pour avoir toutes ces informations. Et j'aimerais là qu'on parle de l'un de tes élèves, Fernand Lopez. Donc, t'es l'entraîneur de, d'un entraîneur extrêmement connu, peut-être le plus connu en France. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de lui? Et puis c'est vrai que on n'en avait pas, parce que oui, on va vous mettre dans la confidence, c'est la deuxième fois que nous faisons cette interview suite à des problèmes de connexion, bien évidemment, avec le coronavirus, tout change avec le distanciel. On avait parlé de Fernand quand il était bébé dans le sport, et c'est toi finalement qui lui as fait découvrir ce sport-là. Il avait une expérience en lutte, bien évidemment, mais c'est toi qui l'a, je ne vais pas dire pris par la main, bien évidemment, mais c'est toi qui lui as montré un petit peu tous les débuts, c'est toi qui l'as coaché quand il était combattant. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est très intéressant, puisqu'aujourd'hui, sa renommée dépasse les frontières de la France. Il faut savoir que oui, effectivement, quand j'ai connu Lopez, il avait une pratique de la lutte, il était rugbyman avant tout. Donc c'était déjà un sportif qui avait déjà une expérience de la compétition à haut niveau, mais qui connaissait rien du MMA, effectivement. Donc il a fait toutes ses premières armes en MMA à la Free Fight Academy, en tant que combattant et aussi en tant qu'entraîneur, puisque je lui ai confié un poste d'entraîneur aussi. Ça a été la première personne, quand je pouvais plus assurer tous les cours au club, c'est la première personne à qui j'ai confié ce type de responsabilité au club, parce que c'était non seulement un bon combattant, mais que j'ai tout de suite vu qu'il avait la fibre pédagogique aussi, et pour enseigner. Et donc, on a partagé de nombreuses aventures qui sont plus que celles d'un coach avec un élève. C'était vraiment un ami très, très proche. Et je l'ai coaché effectivement, un peu partout. On parlait de la douleur du combattant, la façon dont l'entraîneur le ressent. Ça, je l'ai ressenti avec Lopez aussi. Donc, c'est des souvenirs et des émotions fortes. Quand moi, je suis revenu à la compétition, c'est à lui que j'ai demandé d'être dans mon coin aussi. Donc, on s'est coaché l'un à l'autre. Ça crée forcément un lien extrêmement fort. On a collaboré des années au sein de la Free Fight Academy. Donc, c'est plus qu'une relation, qu'une simple relation qu'un coach peut avoir avec un élève. La relation qu'on a effectivement avec Lopez, puisque moi, à mon époque, il s'appelait juste Lopez. Et et donc, si tu veux, c'est un long parcours. Et quand on parlait de la douleur de l'élève qui te quitte aussi, je l'ai vécu aussi avec Lopez. Ça n'a pas été facile. Pendant quelques années, on entretenait des relations, mais on a eu du mal à se parler à un moment parce que quand tu as une amitié qui a été tellement profonde et forte, la séparation, en fait, effectivement, elle va être, si tu veux, extrêmement dure aussi. Et puis, on a appris à gérer tous ces aspects-là. Lui s'est concentré vraiment sur sa structure. Moi, j'ai gardé un pied dans le MMA dans la salle, mais je me suis consacré à d'autres projets, un petit peu de cinéma, un petit peu d'autres choses à côté. Mais on a toujours garder un contact et passer les années où la séparation, en fait, il faut la digérer, quoi. C'est vrai qu'on avait été tellement proches que naturellement, en fait, on s'est rapprochés à nouveau. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on se donne des nouvelles, qu'on se parle régulièrement. Et puis, lorsque j'ai eu envie de me remettre à fond dans la discipline, dans le MMA, dans l'événementiel, dans le développement de mon club, on a été amené à se voir encore plus, à parler encore plus. Et
c'est un réel plaisir de pouvoir travailler à nouveau avec lui. Comme je te le disais, c'était pas juste un élève, c'est vraiment un ami cher. Et je suis vraiment content qu'on puisse à nouveau retravailler ensemble. Voilà. Et oui, parce qu'il y a des combattants du MMA Factory, bien évidemment, qui seront au FFA Challenge. Et je voulais te poser une autre question sur donc Fernand, ce que je trouve aussi intéressant. Et ça, c'est que par rapport aujourd'hui, quand on regarde, tu vois, tous les, on va dire, piliers du MMA en France, j'ai l'impression que c'est celui qui est arrivé peut-être en dernier, mais qu'à la différence de ce que toi tu peux avoir, ou les autres qui étaient là depuis plus longtemps, qui sont peut-être concentrés sur le sportif, il a eu cette vision en fait de se dire il faut aller vers ci, il faut aller vers ça. Je vais pas dire quelque chose à l'américaine, mais tu vois, ce souci aussi de l'image quelque part. Et est-ce que ça c'est quelque chose qu'il a eu depuis toujours et en fait, ou quand toi il est arrivé, il avait déjà ça, ou c'est venu avec l'expérience aussi du haut niveau? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Pour citer quelques anecdotes, tu parlais de l'importance de l'image, effectivement. Je pense que Lopez, depuis que je le connais, il sait l'importance de l'image et il est sensible à cet aspect-là. On avait souvent, euh, alors que moi, du coup, je suis obligé de me forcer un peu. Hmm. C'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Je me rappelle de discussions qu'on avait où il me disait, mais tu peux pas faire ça, Mathieu. Il faut quand même que tu fasses un effort au niveau de l'image. Nanana. Donc, il a toujours eu ça en tête. Et je pense que effectivement, surtout de nos jours avec les réseaux, c'est extrêmement important. Mais il y a aussi, je pense que pour comparer avec la génération, enfin, les gens qui étaient, en- qui étaient encore plus anciens, le modèle classique du sport français, c'est un modèle associatif. Quand tu parles créer un sport, quand tu parles créer un club, on te dit il faut créer une association en Mhm. 1900. C'est le fonctionnement en France. C'est-à-dire que n'importe qui veut créer son club va créer une association à but non lucratif, etc., etc. Et à but non lucratif, ça sous-entend que tes ambitions, elles sont pas si importantes que ça, puisque de toute manière, ça reste à but non lucratif. Hmm. Et il y a un côté finalement très amateur dans la façon d'envisager d'une manière générale le sport en France. Et je pense que Lopez a peut-être été le premier à envisager ça vraiment sous l'aspect strictement professionnel, en s'attaquant à alors, il y a aussi Lopez, c'est un boulimique de travail euh, qui s'est formé dans les différents aspects du sport et que la différence a été qu'il a vraiment professionnalisé immédiatement. Il est parti avec un projet professionnel, effectivement à l'américaine, qui n'existait pas en France effectivement à l'époque. Tout le fait qu'il ait pris un peu d'avance et que maintenant c'est un challenge de réussir à le rattraper. Ah là 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 là. Non, mais bah, affaire à suivre de toute façon, hein, ça va être assez intéressant. Et puis Mathieu, donc j'avais bien évidemment une autre question à te poser, ça va être la dernière question. Toi, je le dis depuis le début, mais ça, et toi aussi tu le dis, tu as une expérience longue comme le bras dans le sport en France. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une pépite, un talent français qui, toi, t'impressionne particulièrement et sur lequel, dans ses combats ou dans ses entraînements, parce que peut-être que c'est quelqu'un que nous ne connaissons pas, ou t'es lui, pour l'avenir, il faut vraiment le suivre, ou alors quelqu'un qui t'a marqué dans ses combats actuellement. J'ai regardé le combat de Cyril Gann. Euh, moi, je trouve que c'est un bel étendard français. Euh, alors, le dernier combat, c'est pas le plus passionnant qu'on a vu parce qu'il y avait un adversaire qui avait des qualités qui étaient celles qu'il avait et qu'il a joué intelligemment son jeu pour remporter la victoire. Mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui peut être un porte-étendard pour la France, pour le MMA. Parce que parce qu'on le sent vraiment imprégné de la culture de son pays. Il en parle bien, il Mhm. s'exprime bien. Et il y a et ça c'est très important. On parlait de la communication, on parlait de l'image. C'est vraiment important de vendre notre sport à ceux qui commencent seulement à s'y intéresser. Et c'est surtout un grand champion avec des qualités athlétiques, mais aussi technico-tactiques
qui a une maîtrise des différents aspects du combat, qui vient du pied-point, mais qui a montré qu'il pouvait s'adapter aux différentes distances de combat. Et moi, je pense qu'il a toutes les qualités pour vraiment aller très très loin et représenter la France à l'UFC. Donc là, c'est le dernier au niveau international que j'ai remarqué ces derniers temps. Si je pouvais en citer d'autres, il y a Mansour Barnaoui. Ce que j'apprécie, moi, chez ce combattant, c'est que non seulement il y a un potentiel, il y a des gros résultats, mais il y a des valeurs aussi. Voilà un combattant qui est resté fidèle à son petit club et qui a fait toute sa carrière avec le même entraîneur et qui a montré qu'on pouvait faire ça et aller à très haut niveau et construire une grande carrière. Et ça, je trouve que c'est beau aussi, par exemple. Formidable, formidable. Merci beaucoup, Mathieu Nico, pour cette interview riche d'enseignements. Le 10 avril prochain, bien évidemment, FFA Challenge. Enfin, FFA Challenge, moi je dis FFA à l'anglaise, mais non, non, FFA Challenge, organisation française. Bah voilà, on sort tous devant nos écrans. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi.